Il va être question des fake news, du complotisme et des médias, des gilets jaunes, etc. Et la question qu'on posait, c'était qui fabrique des fausses nouvelles, voilà. Et en sous-titre, comment discréditer ceux qui nous discréditent. Pourquoi est-ce qu'à l'Ardeur, on commence presque toujours par un groupe d'interviews mutuelles? Vous savez, vous en avez fait un ce matin, un gym à 3. Vous en avez fait hier après-midi, bref, on en fait tout le temps. Il y a 2 raisons. Un, nous, ça nous permet de prendre un café pendant une demi-heure. Et puis, 2, ça permet à tout le monde de parler sans faire de langue de bois. Parce qu'à 3, c'est complètement débile de faire de langue de bois. Alors que quand vous devez prendre la parole devant un grand groupe, vous pouvez quasiment pas faire autre chose que de faire de la langue de bois. C'est-à-dire que si vous dites des choses personnelles, tout le monde vous regarde comme un type en train de dire des choses personnelles. Donc en fait, ça va pas du tout. Ça nous permet de dire que une chose dont on est convaincu à l'Ardeur, en termes de méthode, c'est que la pire forme possible de démocratie, c'est la parole libre. Il suffit de lever la main. Ça a l'air démocratique. En fait, il n'y a pas plus fasciste, il n'y a pas plus primo-dominant que ce régime d'assemblée générale où t'as quelqu'un qui est barbu de plus de 50 ans qui dit un truc vachement intelligent et après, il y en a d'autres qui essaient de dire des trucs encore plus intelligents et puis tous ceux qui n'ont pas des trucs intelligents à dire, ils se taisent. Et donc, en fait, cette façon de dire on lance un débat et puis voilà, il suffit de lever la main pour prendre la parole, en fait, nous, on pense que c'est vraiment pas une bonne formule pour faire de la démocratie, que la démocratie, c'est pas seulement la liberté d'expression, la démocratie, c'est l'exercice rigoureux de la délibération, c'est tout à fait différent. Ça va, sur l'idée? La formule très large, ça va être comment vous vous informez, quels médias ou réseaux sociaux vous consultez et comment vous avez plus ou moins confiance dans la fiabilité d'une info. Voilà, puisqu'il va être question d'information juste, pas juste, etc. Donc vous, comment vous vous informez finalement? Ok, du coup, qu'est-ce qui se dit un peu dans votre groupe jusqu'à maintenant sur le sujet? Là, on était en train d'écouter le camarade qui nous partageait comment est-ce qu'il s'informait, quels médias il prenait comme ressources d'information et comment il arrivait à une confiance dans certaines formes d'information et comment, d'une certaine manière, ça allait dans comment est-ce qu'il structure son monde intellectuel et sur quoi il peut s'appuyer et comment il arrive à avoir conscience des choses. Voilà, c'est... Ouais. Donc moi j'ai arrêté la télé en 99 avec Love Story, donc la première télé-réalité, donc ça a été terminé pour la télé. Voilà, donc plus de télé. Et je suis revenue aux médias il y a quelques années en rentrant de l'étranger. Et c'est pour moi, moi je suis abonnée au Canard Réfractaire, Frustration Magazine et Blast. Voilà, et ça me va comme... sur Image, moi. Ouais. Et donc voilà, ça me permet d'avoir... Et j'aime... Ce qui me manque sur YouTube, c'est le papier. Moi, je suis très culture papier, donc Frustration Magazine me plaît pour ça, parce qu'il y a un support papier. Et sinon, pour l'information, je dirais régionale, j'adore le Canard Réfractaire, Splan, de la même manière. Et puis, et sinon, voilà, les articles de fond et Lucide, Frustration. On ne regardait pas la télé, de toute manière. Hein, on ne regarde pas la télé. Voilà, on ne s'informe pas par la télé. C'est fini, ça. Enfin, c'est fini pour nous. Pour d'autres, c'est pas fini, malheureusement. Mais pour nous, c'est fini, s'informer par la télé. Par les radios, quasiment aussi. Donc en fait, ce qui reste, c'est surtout les sites internet sur lesquels on va aller choisir sur quel site s'informer. Alors dans des groupes où il y a des hommes et des femmes, en général, c'est les hommes qui font le compte-rendu. Donc là, vous pouvez changer. Un premier groupe. Dans notre groupe, un peu sur la même lignée, on a fait la différence entre de l'information qu'elle peut être factuelle, par exemple, la Russie a envahi l'Ukraine, et l'autre, c'est contextualiser cette information, et ça, c'est beaucoup plus complexe et ça peut être vertigineux parce que chaque information a besoin de... certaines informations ont besoin de tout un contexte pour être vraiment saisies. Dans notre groupe, une personne va plutôt regarder des médias, il a un positionnement politique clair pour lui, mais il va quand même regarder des médias d'un large spectre,
et des médias mainstream, par exemple Le Monde, pour voir quel est l'angle mainstream sur un sujet, et après de médias d'extrême gauche, extrême droite, pour essayer de garder quand même un exercice, aussi voir les angles morts des uns et des autres, plutôt que juste lire des médias qui confirment son propre point de vue. Et la deuxième chose, hors des médias, c'est aussi les livres. Donc le besoin, enfin, on a vu ça aussi, donc de la presse écrite. Et presse écrite, il n'y a pas grand-chose. Donc on a parlé frustration, etc. Donc avoir le temps d'analyser. Et bon, YouTube, je pense que c'est beaucoup pour les jeunes, donc ça va très vite. Enfin, moi, je sais que j'ai un esprit, j'ai besoin de temps. Et donc, beaucoup les éditions indépendantes. Donc pour l'information, donc les livres qui nous laissent le temps de réfléchir. Dans notre groupe, il y a pas mal de trucs qui ont été dits, qui sont revenus, mais notamment il y a quelque chose, il y a 2 moments marquants qui nous semblaient être importants, comme des moments qui ont bouleversé aussi notre rapport à l'information, que ce soit dans la confiance dans certains médias qu'on pouvait avoir et qu'on n'avait plus. Et donc il y a eu le moment de 2005 et du référendum qui a été cité, dans une rupture de confiance face à la propagande du oui. Et le moment de la pandémie aussi, voilà, où un peu chacune chez soi, aller beaucoup sur Internet, capter plein d'informations, de grilles de lecture très très différentes, et la difficulté de s'y retrouver là-dedans. Et donc il y avait peut-être cette notion-là il y a des moments aussi dans l'histoire qu'on a qui bouleversent collectivement ce rapport à l'info. Non, nous on est justement pour rejoindre un peu le groupe de Jo. Ce qu'on disait, c'est qu'on a eu les infos aussi avec le Covid qui nous ont bien fait renverser la peur d'un autre camp, nous Gilets jaunes. C'est qu'on était confinés. Moi, je me rappelle, je regardais tous ces chaînes d'infos, parce que pourquoi on nous empêche de sortir de la maison, qu'est-ce que c'est que cette merde et tout. Et j'avoue que il m'a bien fait flipper un peu, quoi. Jusqu'à temps que je commence à comprendre que c'est ces conneries à LCI que je regardais tous les matins, qu'il fallait que j'éteigne, et je stressais, je m'énervais, et ils ont réussi à me faire plier, en fait, ces cons-là. Oui. Et je me suis méfié des médias avec ça. Après, c'est un truc vachement intéressant. Moi qui suis gauchiste, parano, tout ça, je veux dire, pendant le confinement, t'avais rien d'autre à foutre que quand même à 20h, tu te dis, allez, je mets Antenne 2. Les gens ils se foutent de moi quand je dis ça, parce que. Ah ouais. Donc, je regarde. C'est du podcast. sur l'INA, ouais. Donc je regardais le JT de 20h de France 2, et en fait j'ai très rapidement vu qu'ils arrivaient à me déstabiliser, en fait. C'est-à-dire qu'ils me foutaient en parano par rapport à mes propres convictions, qui étaient tout ça, c'est une grosse manipulation. C'était tellement bien fait. Je veux dire, pendant une demi-heure, des petits pépés qui vont nettoyer, si tu veux, les boutons de porte et tout ça, et toi t'es là en train de dire putain merde, enfin tu vois. Et donc j'ai confirmé la dangerosité et la puissance de cette machine, alors que je suis supposé le savoir déjà. C'est intéressant de comparer d'ailleurs le Covid avec 2005, puisqu'effectivement on peut dire qu'avec le Covid, oui, ça a marché. Et moi, je suis pareil que Franck, c'est-à-dire que j'ai arrêté au bout d'un moment parce que je me suis rendu compte, oui, que ça changeait ma perception. Voilà. Et en 2005, ce qui se passe, qui est tout à fait étonnant et remarquable, c'est qu'il y a 90% des médias mainstream qui sont favorables au oui, et que le non gagne à 55%. Donc ça ne marche pas toujours, quand même. Ça ne marche pas parce qu'il y avait un énorme travail d'éducation populaire sur le traité constitutionnel. Hein. Il y a eu des groupes et des groupes et des groupes et des groupes qui ont analysé le paplard, quand même. Ouais. Nous, du coup, ce qui est ressorti, c'est encore un peu la radio, mais avec la conscience que maintenant, la radio, c'est pas forcément plus propre que la télé, et que ça se dégrade de plus en plus. Certains médias de gauche comme Blast, le média, Arte TV aussi, qui, moi je trouve, font des documentaires en fait, qui laissent parler tout le monde et qui ils interrompent pas en fait la personne qui parle pour contredire ou quoi. J'ai confiance quand ils misent sur l'intelligence de la personne qui va écouter à se faire sa propre opinion sans faire de la surexplication. Et moi, plus que de m'informer, je trouve que je prends la température. C'est plus que de l'information, parce que j'ai l'impression qu'en fait, la réalité, franchement, ils en ont plus rien à foutre. Tu veux faire valoir ça, t'orientes ton truc comme ça. Tu veux faire valoir autre chose, t'orientes ton truc autrement.
Et il y a YouTube aussi. Je suis pas sûr de comprendre la distinction que tu fais. Tu peux être plus clair? De prendre la température entre s'informer. Ou de s'informer, ouais. Bah, par exemple, tu vas sur YouTube et tu utilises le filtre, tu tapes un sujet, féminisme ou ce que tu veux, et tu fais les résultats du dernier mois. Et là, tu regardes ce que l'algorithme il te sort. Et moi, j'ai l'impression que ça donne une température de comment la société a l'air de penser en ce moment. Si c'est sorti dans les algorithmes, c'est peut-être que ça a fait beaucoup de vues, mais peut-être que c'est dans l'autre sens. Ça sort dans les algorithmes, et du coup, les gens font des vues. Mais aussi, prendre la température, c'est plutôt que de regarder la télé ou autre, t'écoutes les gens parler, et tu vois les sujets qui reviennent le plus dans la bouche des gens, le bouche à oreille. Moi, je trouve que c'est le meilleur moyen d'information. Ça te permet de voir ce que les gens... C'est les sujets qui leur tiennent à cœur, ou qui au moins qui... Ah ouais? Bah ouais. Parce que moi, YouTube me sort que les trucs qui m'intéressent, moi. Hein, je veux dire. Oui, moi aussi, c'est dur à faire. Mais... Je suis devenu super balèze en accident d'avion. Mais parce que je fais du parapente et que j'ai eu le tort, en tant que parapentiste, d'aller regarder des accidents, des sketchs de parapente, parce que je les analyse. Et puis, il m'a mis le Concorde. Puis maintenant, je sais tout sur le vol de Rio. Enfin, tu vois, je veux dire... Non, mais pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, je me suis mis à les regarder. C'est-à-dire que l'invitation de la colonne de droite, elle est faite pour attirer l'œil, quoi, si tu veux, tu vois. Et quand tu dis ça prend la température de la société, j'ai l'impression Moi, je tape un mot, en fait. Ah, tu tapes un mot? Oui, je tape un mot et je vais voir ce qui ressort en fonction du mot que j'ai tapé. Du coup, c'est pas vraiment de l'information, parce que je peux tomber sur des trucs, c'est pas... Mais il y a une température ambiante de... Je sais pas, moi, c'est comme ça que je vois le truc... de ce qui ressort en fait. Moi j'adore la technologie parce qu'avec les algorithmes c'est hyper chouette pour avoir plein d'informations. Donc du coup si on arrive à regrouper énormément de chaînes, de plus en plus on nous donne d'autres informations et d'autres informations. Et du coup à la force on arrive à avoir quelque chose qui se coordonne vers une information qui est à peu près, on va dire ça comme ça, parce que c'est toujours un point de vue l'information, quelque chose qui est à peu près cohérent. Donc je trouve ça assez chouette d'une certaine manière, la technologie, parce que ça ouvre des portes vers des choses qu'on n'aurait peut-être jamais pu accéder. En tout cas, c'est ce que moi je perçois. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais... Moi, dans s'informer, ce qui m'intéresse, c'est... enfin, je dirais, c'est... Lève-toi. C'est s'intéresser au bruit du monde, quoi. Qu'est-ce qui se passe un peu dans le monde, mais pour moi, il y a le mouvement de fond, et puis après, il y a tous les épiphénomènes, quoi, qui sont en fait des occurrences ou des manifestations de ce même mouvement de fond. Donc des fois par économie de temps et d'énergie aussi, je ne vais pas trop m'intéresser aux épiphénomènes parce qu'il y a déjà des éléments de fond qui ressurgissent, où il y a une récurrence, et plutôt aller chercher justement dans la littérature, enfin dans des livres ou dans un certain travail, parce que du coup par exemple il y a des thèmes comme l'éducation, des choses qui sont revenues régulièrement là, dans les solutions, les pistes proposées, c'est comment... cultiver ça et comment agir, quoi, comment être au service du vivant, mais en s'intéressant au fond et en mettant parce que le temps et l'énergie qu'il faut pour recouper, traiter l'info, la débunker, convaincre. Enfin, du coup, c'est quoi nos intentions? Je pense que c'est nécessaire, mais et s'intéresser au bruit du monde, c'est. On en parlait là, à un moment donné, il y a un livre. C'était Le Bonheur selon Confucius. Là, il y avait là dans l'intro, le gars, il disait, si vous voulez savoir comment va une nation, intéressez-vous à comment ils disent bonjour. Et il y a un peu de ça, quoi. Si on est vraiment présent dans le quotidien, on n'a peut-être pas besoin de savoir tout ce qui se passe partout et tout le temps et de se perdre dans ce foisonnement d'événements et ce trop plein d'informations. Oui. C'est intéressant, je discutais avec la copine de Wade, de Sea Shepherd, je ne sais pas si elle est là. Elle n'est plus là, elles sont parties. Elle sait qu'aujourd'hui, tout le monde est persuadé que les orques attaquent les bateaux. On sait tous que les orques attaquent les bateaux. C'est faux. Et voilà, maintenant on a tous vu ça. Enfin bref. Ouais. Oui, en fait, nous, c'est marrant parce qu'on avait chacun des sources différentes. Ça, c'est exceptionnel. Et en fait, globalement, il y en avait qui cherchaient à combler des lacunes d'histoire, de philo, enfin, peut-être nous trois d'ailleurs, je pense. Et on était plus ou moins sensibles aux algorithmes. Je pense qu'on discernait peut-être pas tous le fait que maintenant, avec la technologie et l'intelligence artificielle, on va arriver à nous faire gober ce qu'on veut nous faire gober. On va faire converger les informations vers là où on veut nous emmener. C'est un peu la réflexion peut-être qui manquait dans le groupe, je pense. Juste une petite chose, parce que je crois que ça n'a pas été dit. Nous, sur le groupe, en fait, j'ai l'impression que c'était c'est plus sympa si tu te lèves parce qu'on entend une voix qui vient de nulle part, c'est pas marrant. Ouais. Oui, on pensait tous un peu... Enfin, en tout cas, on avait tous ce même doute
quant à l'information. On ne savait plus trop comment traiter les choses. Et qu'est-ce que je voulais dire qu'en fait, oui, au-delà de la source, par exemple, il y a aussi les conflits d'intérêts qu'il y aurait derrière, par exemple, ou en fait, on avait un doute aussi, même maintenant, sur les médias indépendants, peu importe, et aussi ce qui va se cacher dans ce qui n'est pas dit et dans les silences. Parce que c'est pas forcément toujours dans le mensonge, la propagande, ça peut être aussi traiter des infos et certaines qui ne sont surtout pas traitées. T'as un exemple je parlerais bien là par exemple de Juan Branco. De qui? De Juan Branco. Oui. Il y a une sorte de disparition médiatique qui semble n'inquiéter personne. Voilà. Par exemple. Mais il y en a d'autres, hein, mais c'est vrai que je me pose ces questions là. Parce que normalement l'info, on devrait au moins avoir des petites infos à droite à gauche, mais là c'est une vraie disparition, je pense, quoi. C'est très compliqué, parce que même en cherchant les algorithmes et tout, c'est très compliqué d'avoir des infos, par exemple. Mais il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que ça. Hein. C'est l'exemple qui me vient parce que voilà. Ouais, juste un petit mot là-dessus, parce que dans les définitions du journalisme, on oublie rarement le truc qui est le plus important, c'est de sélectionner l'info, c'est de choisir, voilà. Parce qu'il y a des milliers d'événements qui se passent chaque jour dans le monde, et comment ça se fait que tout le monde traite à peu près les mêmes choses le même jour, au même moment, et donc, et sur quoi se fait c'est quoi choisir telle information comme importante, quoi, tu vois, voilà. Et donc ça, c'est passé sous silence. Hein. Oui, d'ailleurs, le journal de la 7. Bon, c'est Arte. Le journal d'Arte est un des rares journaux qui te parle de pays du monde où d'un seul coup il te parle d'un machin en Turquie ou je sais pas où, tu vois. C'est curieux quand même. Enfin, c'est... Ouais, moi j'ai un truc qui me vient à la tête là. Enfin, ce qui me révolte vraiment, par exemple, ce qui s'est passé tout dernièrement, c'est ce qui s'est passé à Sainte-Soline et qui a été révélé par Mediapart et Libération. Et en fait, on n'en parle nulle part, dans aucun journal, dans aucun magazine, alors que là, franchement, enfin c'est monstrueux, quoi. Et ça devrait... je dirais même c'est une réaction collective, même. Nous-mêmes, je dirais moi-même, en tant que militant, je me dis, c'est de ça dont on devrait parler aujourd'hui, parce que là, c'est très chaud, et on dit rien, on réagit pas plus que ça, alors que ça... Enfin, moi, je suis extrêmement révolté, quoi, vraiment. Voilà, et ça fait partie justement de la désinformation. Oui, ça pose, j'ai l'impression que Philippe, ça pose aussi la question de la durée d'un événement ou d'un traitement. On s'est tous rendu compte qu'il y a des machins super importants, une semaine après c'est terminé, on n'en parle plus, quoi. Enfin, tu vois, donc il y a une espèce de... Ouais. Eh ben, merci pour ce temps-là. Donc je trouve que c'était intéressant de revenir à c'est quoi s'informer. Et ça sert à quoi finalement? Et de se rendre compte qu'il y a plein d'objectifs différents dans le fait de s'informer. L'idée c'est, je vais vous livrer, il y a 13 phrases, voilà, qui sont des phrases qui sont souvent entendues et considérées par les médias mainstream, comme complotistes. Et alors on vous propose juste de réagir sur chaque phrase. On va proposer 4 réponses et donc vous lèverez la main au fur et à mesure. Je suis d'accord, je suis pas d'accord, j'en sais rien, je m'en fous. D'accord? Oui, quelquefois. Choix extrêmement large. Alors, on est d'accord, vous allez voir, sur chacune des phrases, il y aurait de quoi occuper, à mon avis, le reste de l'atelier, tellement c'est des sujets vastes. Mais là, c'est juste un jeu. OK? Ça vous va? Alors... Vous connaissez le livre du Comité Invisible, le manifeste conspirationniste. J'aime beaucoup la première phrase. Nous sommes conspirationnistes comme tous les gens sensés dorénavant. Et j'aime beaucoup cette phrase. Le livre a été retiré, c'est un des rares exemples dans l'édition française, a été retiré alors qu'il n'y a aucune plainte contre lui par la maison par Flammarion, je crois, ou oui, Flammarion. On peut encore le trouver en PDF, il est absolument magnifique. Alors, on démarre les phrases et puis à chaque fois, on dira d'accord, pas d'accord, j'en sais rien, je m'en fiche. OK? Alors, première phrase. La CIA a joué un rôle dans l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. D'accord. Vous levez la main, ceux qui pensent que oui. OK. J'y crois, si vous voulez. Enfin, voilà. OK. J'y crois pas. OK. J'en sais rien. OK. Je m'en fous. D'accord.
T'as pas rajouté bien fait pour sa gueule. Ça pourrait être... Deuxième phrase. Brigitte Macron est un homme. J'y crois. Allez, j'y crois. J'y crois pas. Okay. J'en sais rien. Je m'en fous. Ok. Troisième phrase. Des réseaux pédocriminels sont les vrais maîtres du monde. J'y crois. J'y crois pas. J'en sais rien. Ah, c'est partagé, hein. Je m'en fous. Ok. Intéressant. Très intéressant. Ouais. Ok. Quatrième phrase. Les médias français sont surtout dirigés par des juifs et des francs-maçons. Pas d'accord? Pas d'accord? J'en sais rien. Ok, je m'en fous. Ouais. Intéressant, très peu de je m'en fous en fait. Ouais, y a quand même une question sur... ouais. La CIA, on revient toujours à la CIA, a fomenté le coup d'État au Chili qui a mis en place la dictature militaire du général Pinochet. D'accord. Bah ouais. Pas d'accord. J'en sais rien. Je m'en fous. Ouais. Donc là, immense majorité, et mais avec le recul de l'histoire, quelquefois on sait si, voilà. Et ça, on sait que c'est la réalité aujourd'hui. Voilà. Ah ben, je pense que là, sous le hangar, aujourd'hui, le pauvre qui aurait dit non, je crois pas, près de la sortie, il se met, hein, je veux dire. Le ministère de la Santé est de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins. D'accord. Pas d'accord. J'en sais rien. Je m'en fous. Il se fout de tout, lui. Il se fout de tout, lui, là-bas. Qu'est-ce que tu fous, là? Mais il y a un truc qui t'intéresse, quand même. Là, c'est un exemple de... J'aurais dû rajouter une cinquième à laquelle j'ai répondu, moi. Je ne veux pas répondre à une question formulée comme ça. Je ne sais pas si vous remarquez comment elle est formulée. Le ministère de la Santé est de mèche avec l'industrie pharmaceutique, donc complicité. Pour cacher au grand public, ça c'est dissimulation, et sur la réalité, sur la nocivité des vaccins, c'est-à-dire... Donc en fait, on demande aux gens de se prononcer sur 3 trucs à la fois. Donc ça, c'est de la... Et alors, ça faisait partie de l'enquête officielle faite par Conspiracy Watch et... comment ça s'appelle le truc Terra Nova, voilà, sur le complotisme en France. Vous voyez le genre de phrase, enfin voilà. Le groupe Bilderberg réunit les vrais maîtres du monde. D'accord. Le groupe Bilderberg. Le groupe Bilderberg réunit les vrais maîtres du monde, donc d'accord. Maintenant, pas d'accord. Ok, j'en sais rien. Je m'en fiche. Ok. Donc sans doute la question c'est qu'est-ce que c'est que le groupe Bilderberg? Voilà. Le gouvernement américain a été impliqué dans la mise en œuvre des attentats du 11 septembre 2001. D'accord. Il a été impliqué dans la mise en œuvre. Voilà. Le gouvernement américain a été impliqué dans la mise en œuvre des attentats du 11 septembre 2001. En tout cas, ça l'a bien arrangé. Pas d'accord. J'en sais rien. Je m'en fiche. Ouais, là, il n'y a pas beaucoup de je m'en fiche. Ouais. Okay. Il n'a pas dit je m'en fous.
ça, c'est quand même un truc vachement intéressant, parce que tu peux pas avoir à ce stade, je pense qu'on peut pas avoir la réponse. Enfin, on peut pas l'avoir. La seule chose qu'on peut comparer avec l'histoire, c'est que chaque invasion américaine a été précédée d'un truc comme ça. Le Lusitania, Pearl Harbor, etc., etc. Et là, ils ont envahi l'Irak, qui avait absolument rien fait et qui n'était pas du tout responsable de ça. Et donc, si tu regardes l'histoire, tu te dis bon, j'en sais rien, mais c'est la différence pour moi entre c'est possible et c'est plausible. Absolument. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est plausible, quoi? Enfin, ouais. Ouais. Alors les mots ont leur importance pour proposer cette phrase-là. Avec Franck, on a hésité à mise en œuvre, qui est un côté très impliquant, ou mise en scène. Voilà. Et vraisemblablement, si on la pose mise en scène, c'est pas pareil, quoi. Voilà. Puisque c'est effectivement, ça veut pas dire forcément que tu as été impliqué dans l'organisation du truc, mais que tu en tires les marrons du feu en mettant en scène ça. Le virus du Covid est dû à une fuite d'un laboratoire scientifique à Wuhan, Chine. D'accord. Le virus est lié à une fuite dans le laboratoire de Wuhan. Pas d'accord? Pas d'accord? Personne? J'en sais rien. Je m'en fiche. T'es vacciné? Oui, oui, là c'est un jeu. Hein. C'est un jeu, de toute façon. C'est un jeu. Alors, en Finlande, le mariage... Mais là encore, c'est très intéressant, excuse-moi, mais bon, on aura le temps d'y revenir, mais le fait de savoir si ça a été vrai ou pas vrai occulte complètement une question beaucoup plus fondamentale, qui est la livraison d'un centre P4 à la Chine contre l'avis de l'armée, contre l'avis, etc., et en passage au forceps et au forcing par l'équipe de Sarkozy. Hein, tu vois, et en fait, le fait qu'il y ait une fuite ou pas une fuite, bon, mais le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, il est comment ça se fait qu'on a livré à la Chine contre l'avis de tous les experts, avec l'Institut de Mérieux derrière. Comment ça se fait, par exemple, que la première visite de Xi Jinping en France, il ne va pas dormir à l'Élysée, il dort chez Mérieux. Enfin, vous voyez, et derrière tout ça, et moi j'ai l'impression, enfin on a l'impression que le fait de s'engueuler sur est-ce que ça a eu lieu ou pas, c'est l'arbre qui masque la forêt en fait. Ça occulte plein d'autres problèmes en fait. Ouais. Alors, l'immigration est organisée délibérément par les élites pour aboutir au remplacement de la population française par une population d'une autre culture. D'accord. Est organisé volontairement par les élites. Okay. C'est lui qui a fait les phrases. Hein. Ouais. Nous, on se désolidarise. Hein. Là, l'ardeur, bon, je sais pas, on va... Je ne serai pas le seul. Voilà. Pas d'accord. Ok. J'en sais rien. Je m'en fiche. Il n'y a pas un je m'en fiche. Il n'y a pas un je m'en fiche. Il n'y en a pas un seul. Ok. Les Illuminati sont une organisation secrète qui cherche à diriger le monde. D'accord. Pas d'accord? J'en sais rien. Aussi parce que peut-être il y en a beaucoup qui ne savent pas ce qu'est les Illuminati, non? C'est ça? C'est ceux qui ont fondé le groupe Bilderberg. Et je m'en fiche? Bon. Vous vous en fichez de savoir qui dirige le monde, quand même. C'est terrible. Non, c'est une plaisanterie. Hein. Le GIEC a été créé sur pression de Ronald Reagan et Margaret Thatcher pour démanteler l'industrie du charbon et passer au nucléaire. D'accord. Pas d'accord. J'en sais rien. Ah, je m'en fiche. Et là, il y a de la suite dans les idées. C'est très intéressant. C'est très intéressant parce que là, pour le coup, à part le sexe de Brigitte Macron, je veux dire, là, on est vraiment sur un sujet qui mériterait qu'on sache. Parce qu'à partir du moment où il y a eu cette information, sur des groupes plutôt sérieux d'ailleurs, qui explique que politiquement, la mise en place du GIEC, qui est un groupement intergouvernemental, qui n'est pas au départ un groupe d'experts, etc., ça pose plein de problèmes. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un combat entre les climato-sceptiques et les... Enfin, tu vois, et le débat est complètement biaisé.
Mais vous avez tous dit, j'en sais rien, en fait. Vous voyez, sur un problème plutôt costaud, en fait. Bon, mais vous voyez en tout cas que c'est pas facile. Enfin, il y avait des opinions très différentes sur chacune des phrases. Ça pose effectivement la question de comment c'est plausible, c'est possible, c'est probable, c'est avéré. C'est pas si simple que ça. La question des intérêts, c'est vrai que nous, on est dans une lecture matérialiste du monde. Donc, on est à penser que ce qu'il faut distinguer, enfin, essayer d'élucider derrière, c'est qui a intérêt à cela. Mais le fait de montrer un intérêt ne prouve pas forcément que ça a été délibérément fait par la personne. Voilà, c'est la question sur le 11 septembre. C'est clair que le gouvernement états-unien en a tiré profit pour livrer une guerre. Bon, voilà. Après, comment tu fais le pas entre c'est clair que son intérêt est là et il a joué un rôle. Donc c'est des questions vachement compliquées et en tout cas ce qui est bien c'est que ce qu'on réalise c'est que vous voyez l'accusation de complotisme qui est brandie à tout va, ben, ça mélange des trucs extrêmement différents en fait et c'est pas si simple. Alors oui, tu citais le texte du comité invisible et ce qu'on dit quelquefois aussi c'est dans l'histoire il y a eu beaucoup plus de vrais complots que de complots imaginaires, hein, voilà. Faut déjà partir de là, quoi. Et aujourd'hui, on a une espèce d'obsession de dénonciation du complotisme, comme s'il fallait faire la traque au complot imaginaire. Mais allez déjà essayer de repérer les vrais complots, il y en a foison. Enfin, voilà. T'as Frédéric Lordon qui dit c'est une erreur de voir des complots partout, mais c'est une erreur aussi d'en voir nulle part. Non, complotisme, moi je vois ça arriver. Je vais faire un atelier langue de bois à Argentan. Et en fait, je repars, je suis en bagnole, il est 19h, c'est le téléphone sonne sur France Inter, et on est en 2017, ça fait 8 ans. Et c'est déjà sur le complotisme. Et en fait, ils ont fait un sondage. Alors, il y a évidemment les questions. Est-ce que vous pensez que la CIA était impliquée dans le 11 septembre, dans l'attentat contre Kennedy? Et donc, il y a 10 questions comme ça, avec les pourcentages de Français qui croient à cette affirmation. Et la dernière question, c'est est-ce que vous pensez que la Terre est plate? Et donc, ça se termine avec 10% des Français qui pensent que la Terre est plate. Mais ce que dit le sondage, parce qu'ils ont tout mis en même temps. C'est-à-dire que si vous pensez éventuellement que l'assassinat de Kennedy est le fait de la CIA, etc. Et si vous pensez que la Terre est plate, vous faites partie des mêmes genres de personnes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence. Encore une fois, le GIEC, il n'y avait pas la question à l'époque, mais il n'y a pas de question pertinente derrière. C'est ça Et tout ça, c'est dans le même groupe. Et ça va partir. Pour moi, c'est le début, l'apparition du mot complotisme, en fait. Oui. C'est clairement une arme politique, hein, l'accusation de complotisme. Ça éteint toute possibilité de questionner. Enfin, tu veux savoir s'il y a eu des effets secondaires au vaccin Pfizer, hop, complotiste. Bon, bah, ok, moi, je suis le premier à m'être auto-censuré. C'est-à-dire quand j'ai commencé avec les copains, on a fait une émission sur RT, tout ça, et les premières charges que je me suis pris dans la gueule dans les commentaires étaient tellement violentes. T'es obligé de réfléchir parce que tu dis si je continue je vais perdre tous les gens qui me suivent sur les conférences gesticulées qui trouvent que ce que je dis est intéressant. Et ils ont décidé que j'ai rejoint les complotistes, donc j'ai arrêté. Mais donc ça marche. Ils m'ont fait taire, enfin je veux dire clairement, parce que ça devenait trop dangereux, si tu veux, d'être étiqueté, tu vois, enfin bref. Du coup, oui. Non, sur le fait de désigner des gens, est-ce qu'au moment du Covid, quand il commence à y avoir un mouvement de gens, en particulier chez des soignantes qui refusent la vaccination, Sonia De Villers sur France Inter, dans la matinale, invite William Oduro. William Oduro, c'est le chroniqueur des jeux vidéo sur Le Monde, et donc il vient de sortir un bouquin, ça s'appelle « Dans la tête des complotistes ». Et en fait, il explique que si vous ne croyez pas à la vérité portée par les grands médias, c'est que vous avez un problème psychiatrique. Ça ressort de la psychiatrie. Claire, il le dit ouvertement. Donc on a écrit un article, le complotisme va-t-il faire partie du DSM-5 ? Donc Mais par exemple, nous, quand quand Laurent Mucchielli, qui est un chercheur, directeur de recherche au CNRS, a commencé à poser la question de possibles effets secondaires du vaccin. Donc moi, on regardait ce qu'il racontait. Bon, censuré par Mediapart.
Donc son blog est dégagé parce que non conforme à l'éthique de la rédaction, je ne sais plus quoi c'était. En fait, c'était parce qu'ils ont une charte des blogs, puisque c'était un blog, qui disait on peut s'opposer à la publication d'un blog s'il contient de fausses informations. Voilà. Et en fait, dans le blog, dans le post de Mukili, toutes les infos, les données brutes étaient issues des chiffres de la Haute Autorité de Santé. Voilà. Oui. Donc vous voyez, il n'y avait pas de contestation possible. Alors après, on peut être en désaccord avec l'interprétation qu'il en fait, mais c'est vrai que ça allait loin de la part de Mediapart de dire fausses informations. Et du coup, ça nous a extrêmement choqué parce que ça venait de Mediapart. Moi, je suis abonné à Mediapart, tu vois. Et donc, tu vois le truc, c'est-à-dire que même les gens qui sont supposés, tu vois, faire attention, donner les différents points de vue, hop, rejoignent le narratif officiel. C'est pas simple quand même. Cette histoire de Covid a été un tsunami de narratif officiel. Enfin, on va pas faire la description, mais c'était ça. Mais parce qu'en fait, c'est un chercheur, c'est un scientifique qui travaillait sur les violences policières. Tiens, on y revient, et qui faisait le lien dans ses recherches entre les discours du gouvernement autour du nombre d'arrestations, de délinquances, etc., et les violences policières, etc. Il applique des méthodes scientifiques qu'il va appliquer à cette question-là. Il a même rendu compte de toute sa méthodologie. Enfin, on voulait continuer en vous demandant des témoignages. Donc, cette fois-ci, est-ce que vous avez été, vous, personnellement, confronté à une news qui vous aurait déstabilisé, fake ou pas fake? Enfin, comment tu as rédigé la question, Philippe? C'était d'être confronté à soit une fausse info qui s'est avérée vraie, soit une vraie info qui s'est avérée fausse, ben voilà, et d'en avoir eu des conséquences personnelles, j'allais dire difficiles, voilà. Par exemple, en tant que gilet jaune, notamment, mais pas forcément que cela. Enfin voilà, puisque ça a été propice à de la diffusion aussi, on y reviendra tout à l'heure, mais de fausses infos sur les gilets jaunes eux-mêmes. Donc l'idée, c'était de vous dire, est-ce que vous avez quelques moments où ça s'est passé et que vous soyez accusé de telle ou telle chose, enfin voilà, ou mis en cause sur quelque chose qui s'est avéré une fausse info ou l'inverse. Ok, je sais. Oui, comme ça a été rapidement évoqué, comme le cas de nombreux soignants, moi je travaille dans le social, j'ai refusé de me faire vacciner parce que j'avais des doutes sur l'innocuité du vaccin et son utilité également. Je me posais des questions. Et par rapport j'ai été confronté à l'information, en tout cas gouvernementale, comme quoi se faire vacciner, ça permettait de sauver la population et en tout cas de permettre la continuité de certains services. Et donc j'ai été suspendu de mon poste parce que je n'étais pas vacciné. Une mesure gouvernementale basée sur une information, sur la non-contamination, je trouve pas mes mots, c'est-à-dire sur la valeur en termes de non-contamination du virus de la part du vaccin. C'est-à-dire que le vaccin protégeait de la contamination. Oui, et c'est vachement intéressant parce qu'il y a eu 3 mises au point du gouvernement. La première, c'était que, finalement, ça n'empêche pas de l'attraper. Donc, déjà, c'est quoi comme vaccin, tu vois. Deuxièmement, c'était, ça n'empêche pas de le transmettre, d'être vacciné. Et donc, l'argument in fine, je ne sais pas si vous en rappelez, c'était, ça protège des formes graves. Et donc là, il y a eu moi j'ai vu ça, j'ai vu une cascade pas des démentis, mais tu vois, de recul, enfin, de la part de l'État par rapport à ce qui était d'abord énoncé, qui est le vaccin va sauver tout le monde, enfin, tu vois. J'ai été en lien avec beaucoup j'ai travaillé avec des soignantes suspendues pour refus de vaccination. Et ce qui est absolument odieux, donc, parce qu'on en a discuté, toi, t'es contractuel dans l'éducation nationale, t'es pas fonctionnaire, mais là, en l'occurrence, c'était des fonctionnaires hospitalières qui ont été suspendus sans traitement, ce qui est une attaque tout à fait gravissime contre le statut de la fonction publique. Et les syndicats, et mon syndicat, n'ont pas levé le petit doigt pour dénoncer ça. C'est un scandale absolu. Voilà. De leur part, et il n'y en a eu aucune, et au contraire, ils se sont ligués contre moi pour justement imposer, là où je travaille, la vaccination à tout le monde. Donc je les considère avoir été presque d'une complicité avec la direction de mon établissement et de l'État aussi, quoi.
Oui, tu peux lui passer le micro. La première, c'est ce que vient de dire Thierry, c'est que quand vous êtes fonctionnaire de la fonction publique, si vous êtes mis à pied, vous gardez votre traitement. Oui. On peut pas vous enlever votre traitement. Là, c'est la première fois que le traitement a été interrompu, ce qui est vraiment une attaque extraordinaire. Et on voit à quoi a servi aussi l'histoire du Covid, quoi. Enfin, à des attaques contre le droit du travail phénoménales. Moi, j'ai plusieurs exemples en médecine, parce que vous êtes au courant, de toute façon, avec le Mediator, entre autres. Mais en tant que médecin, on doit s'informer auprès de prescrire, jusque-là. Oui. Et prescrire, c'est pas révélé très, très efficace pendant la crise Covid, mais bon, on avait quand même l'espoir d'avoir une source indépendante. Il y avait même une association qui s'appelait Forma-Indep, Information Indépendante, qui était indépendante des labos. Cela dit, les labos sont extrêmement puissants. Je veux dire, moi, pendant des années, j'ai cru que les statines, ça avait une efficacité importante sur le risque d'infarctus et maladie cardiovasculaire. En fait, les labos avaient triché, et comme ils l'ont fait pour le Covid aussi, c'est-à-dire qu'ils prennent, au lieu du risque absolu, ils prennent le risque relatif. C'est-à-dire, pour les maladies cardiovasculaires, on conseillait en fait de prendre une statine après un premier événement cardiovasculaire, et le risque pour cet événement est de 1% à peu près de refaire une chute. Et donc il est de 1 à 20%, pardon. Et donc au lieu de prendre le risque absolu, parler du risque relatif, et ils disaient, on ramène le risque de 1,20 à 1. Donc on a 20% de bénéfices. Et c'était complètement faux. Enfin, je veux dire, le risque est minime. Donc on a arrivé à faire prendre à des populations entières des traitements qui se révèlent à fait tout néfastes quand ils ne sont pas justifiés. Et donc c'est comme ça que l'industrie arrive à tromper les médecins, mais en masse, en fait. Bon, il y a eu des tas d'exemples. Il y a eu aussi un inhibiteur de l'enzyme de coagulation qui est utilisé pour l'insuffisance cardiaque et dans l'hypertension. Il y avait une étude qui a été faite par un Japonais, soi-disant hyper valable, multicentrique, grande échelle et tout ça, méthodologie irréprochable. Et ça s'est révélé quelques années après que le mec avait trafiqué son truc. Enfin bon, c'est monnaie courante. Donc je veux dire, on est victime actuellement d'une puissance financière qui est aux mains donc, de ces lobbies, qui arrivent à nous faire passer des trucs, parce que c'est eux qui ont finalement la référence méthodologique qu'on arrive à faire gober aux médecins aujourd'hui, c'est des études en double aveugle multicentrique. Et c'est la preuve absolue contre placebo. Et donc là, maintenant, s'il n'y a pas ça, c'est pour ça que l'hydroxychloroquine a été rejeté, alors qu'en fait, les études observationnelles sont aussi extrêmement importantes. Donc on a réussi à mettre dans la tête des médecins que s'ils n'avaient pas ça, le médicament ne devait pas être utilisé. Si bien que pendant le début de la crise Covid, l'hydroxychloroquine, il n'avait pas en fait cette puissance de moyens. Il n'a pas pu prouver, et puis on n'avait pas le temps non plus, qu'il y avait une efficacité assez certaine sur la maladie. Voilà, donc on est dans un système, je veux dire, de formation mentale des médecins aussi. Oui, c'est le truc étonnant dans le cas du Covid, mais on ne va pas passer la journée sur le Covid, c'est qu'un type qui n'y connaît rien, comme moi, si tu veux, se pose des questions. Mais là, même les médecins, enfin, tu vois, les médecins qui étaient supposés comprendre tout de suite si l'hydroxychloroquine, oui ou non. Enfin, tu vois, je veux dire, t'es médecin, t'as fait 10 ans, quoi, tu dois savoir. En fait, non. Enfin, c'est là où ça a été très étrange, ce truc. C'est que même le corps médical était complètement partagé sur ce truc-là. Alors, je vous raconte cette histoire parce qu'elle me tient vachement à cœur et ça peut arriver à tout le monde. Et c'est pas parce que c'est ma profession. En 2005, merci, excusez-moi, c'est mieux. En 2005, il y a eu, je crois que c'est 2005, il y a eu une grosse épidémie de canicule avec une quantité de décès de personnes âgées par déshydratation. Voilà, c'était l'été, peu de soignants pour les arroser, etc. Et 2 ans plus tard, il y a eu une autre épidémie. Et moi, je travaille ce jour-là. Il commence à y avoir des soucis d'accueil dans les urgences avec un afflux de personnes âgées déshydratées et hospitalisées. On a l'impression, 2 ou 3 ans après, que c'est rebelote. On va repartir à avoir plusieurs dizaines, plusieurs de milliers de morts comme ça pendant l'été. Ils ont commencé à avoir peur. Et il y a un sujet donc, du journal télévisé qui est programmé de FR3 à Bordeaux où je suis. Moi, je travaille. On me dit de retourner au local parce qu'il y a une équipe de FR3 qui veut interviewer un médecin. J'y vais.
Je passe 3 quarts d'heure à expliquer à la journaliste que oui, c'est vrai, il fait chaud, c'est vrai qu'il se déshydrate, mais depuis la dernière épidémie de déshydratation, il y a quand même des choses, et dans les maisons de retraite, il y a un peu plus de personnel, les pieux sont un peu plus arrosés, c'est pas la catastrophe. On a du mal quelquefois à hospitaliser les gens, mais on cherche un hôpital à côté, un deuxième, puis on trouve, quoi. Au journal de FR3, qu'est-ce qu'il passe ? Juste la phrase où je dis oui, j'ai du mal des fois à trouver une place dans l'accueil des urgences d'hôpital. Et puis voilà. Et voilà, je suis un médecin qui dit ça, donc ça va mal. On est reparti dans la même histoire qu'il y a 3 ans, alors que pendant 3 quarts d'heure, j'ai dit le contraire, et pendant 5 minutes de film, j'ai dit le contraire. Il n'y a qu'une phrase qu'ils reprennent, parce que cette phrase, elle rentrait, il fallait qu'un médecin dise ça dans l'éditorial, dans la ligne éditoriale du journal de FR3 ce soir-là, FR3 Gironde, c'est tout. Alors et là, je prends ça dans la gueule, quoi. Merci. Et oui, les journalistes sont maîtres, les rédactions en chef, pas les journalistes, du choix des sujets, mais du choix de ce qu'ils gardent aussi dans le traitement d'un sujet. Et parfois, tu aboutis à l'inverse de ce que tu as voulu dire. Ouais, absolument. D'autres témoignages sur... En tout cas, je vois sur toutes les propositions qui ont été faites là sur les questions posées, il y a la question du coup finalement, parce qu'on souvent on ne sait pas. Il y a la question, donc ça revient de l'ordre d'une croyance, donc entre croire et savoir, quoi. Et souvent, en fait, ces croyances s'appuient sur d'autres croyances sous-jacentes, quoi. Et je trouve que c'est intéressant de porter le regard sur, je sais pas moi, par exemple, sur le moment du Covid et tout ça, j'avais déjà la croyance, je suis sceptique vis-à-vis souvent des figures d'autorité, quoi. Je les trouve régulièrement défaillantes. Et ce qui va corroborer, du coup, les trucs d'après. Et je trouve que c'est intéressant dans la démarche qu'on a d'essayer de cultiver un discernement, de aussi porter ce regard là-dessus, quoi. Oui, mais pour ça, il faut avoir un contre-discours. Par exemple, sur le 7 octobre, les premières infos sont absolument épouvantables. Enfin, c'est l'histoire des bébés dans un four. Et là, tu peux être pro-palestinien, tu dis non, là, ils ont exagéré quand même. Enfin, tu vois, je veux dire, ils ont découpé des doigts, des trucs comme ça, si tu veux. Mais le problème, c'est que si j'étais pas tombé sur la chaîne d'Al Jazeera qui démonte tout le truc en montrant comment c'est complètement faux, c'est des informations épouvantables qui ont été manipulées jusqu'à être reprises par des politiques dans les différents pays, etc. Si j'ai pas la possibilité de tomber sur la chaîne d'Al Jazeera qui me dit non, mais arrêtez, ou l'article de Haaretz, je vais rester avec cette idée qu'ils ont foutu des bébés dans un four, quoi, tu vois, je veux dire. Et donc, par rapport à des informations aussi effrayantes, aussi énormes, comme les charniers de Timișoara, ou à l'époque, vous vous rappelez, quand avec Ceausescu, qui finalement, il n'y avait pas de charnier, etc. Comment on fait face à une information qui est aussi énorme tu vois? S'il y en a que ça intéresse, j'ai l'article du journal Haaretz, qui est donc un journal israélien, qui a fait un très très long article sur le 7 octobre, et qui bat totalement en brèche. Enfin, moi, je me rappelle le 8 octobre, je suis en bagnole, la couverture par France Inter, tout. Enfin, c'est absolument hallucinant, mais aucun n'a fait référence jamais à l'article extrêmement fouillé, extrêmement documenté d'Haaretz. Voilà. Et quelquefois, c'est pas facile. Tu as noté qu'il y avait beaucoup de... je sais pas, finalement. Et c'est intéressant du côté des médias, parce que je sais pas si vous avez remarqué, il n'y a jamais un sujet qui se termine par finalement on n'est pas sûr, voilà. Et rarement, voilà. Alors que ça pourrait être le cas. Nous, on avait dit à l'Ardeur aussi au moment des débats sur le Covid, il y a une grande distinction entre le doute et la confusion. Le doute, c'est plutôt une qualité. Voilà, c'est plutôt, je suis pas sûr, je vais aller questionner, je vais continuer à enquêter. La confusion, c'est tout se vaut, et je sais pas si vous avez remarqué dans les médias, comme ce qui génère de la confusion de mon point de vue, c'est un jour tu peux avoir un article qui dit blanc sur un truc, le lendemain c'est l'inverse, voilà. Mais c'est jamais de façon concomitante, en même temps, voilà. Okay. Et donc ça sème de la confusion, mais pas du doute. Oui. Vas-y. J'interviens, Thierry, je t'aime, je te porte dans mon cœur, mais quand je t'entends dire l'information elle existe, il n'y a qu'à la trouver, ça met un petit peu en colère, parce que moi j'ai cherché des informations, évidemment, j'ai pas réussi à trouver, pas forcément sur le 7 octobre ou sur d'autres, mais par exemple la période Covid où je les cherchais, j'en avais 150 000 qui avaient toute l'air aussi fondées, on nous parlait de sources, on nous disait ouvrez votre esprit, réfléchissez par vous-même.
je suis pas non plus un génie, mais j'arrive un petit peu à réfléchir. Les informations, je les ai pas trouvées. Et quand je t'entends dire les informations, elles existent, on les trouve, j'ai l'impression d'entendre Macron qui dit traverser la rue, il va chercher du boulot. Là, je suis un peu en colère, quoi. Moi, j'ai un exemple pour toi. J'y pense à l'instant sur le World Trade Center, ça va ? Donc là, à force de regarder des trucs qui expliquent que c'est pas possible que les tours s'écroulent, qu'elles ont forcément été sabotées. D'ailleurs, il y a une équipe qui était venue pendant qu'il y avait personne, et puis on a retrouvé de la thermite. Enfin, tu vois. Et donc le truc, à un moment. Ça y est, t'es sûr du truc, quoi. Jusqu'à ce que je tombe, mais complètement par hasard, sur un site d'architectes qui refont toute l'histoire et qui m'expliquent que c'est tout à fait possible, en fait, que la chaleur produite par les avions ait fait écrouler les tours. Et ils le démontrent techniquement. Et je me trouve assez con, parce que ça me plaisait bien, l'idée que, tu vois, je dirais... Ce qui fait que le seul truc qui me reste de doute sur cette affaire, c'est qu'ils ont fait ça pendant un exercice du NORAD, vous savez. Il y avait un exercice de l'armée de l'air qui était un exercice de simulation d'attaque contre des tours. Et ils font ça juste le jour où ça arrive. Et donc dans la Palme d'Or de Michael Moore sur le 9/11, on entend la voix du pilote qui dit mais c'est vrai ou c'est faux? Et donc là tu te dis... Moi, c'est juste, par rapport à ce qui a été dit sur la recherche de l'information, ce qui me fait très très peur aujourd'hui, c'est l'IA. Parce que là, on arrive dans quelque chose, moi je ne maîtrise pas du tout. Je ne sais pas si on va maîtriser, mais j'étais allée voir une expo à Amsterdam sur les Reporters sans frontières, où ils se trouvent confrontés justement à l'analyse des informations, des images, etc. Et ils disent la difficulté aujourd'hui de décoder l'information, sachant qu'eux-mêmes utilisent l'IA pour s'informer. Et donc, nous, voilà, un peu démunis là. Et puis, oui, vraiment c'est un peu le dernier atelier avant l'IA. Pardon de ne pas faire de hors sujet. Mais sur l'IA, nous, on utilise au Canard l'IA sur des trucs de relecture ou machin. Et moi, j'ai une formation d'informatique. Et du coup, on développe aussi des logiciels pour essayer de faciliter les montages et tout. Et on se met à peu près au courant là-dessus. Je pense que là, on n'y est pas encore. Mais je pense que dans quelques années... quasi l'intégralité de ce qui est fait sur Canard pourrait être fait par IA, si on le voulait. Et pour les grands médias, ça va arriver peut-être un peu plus vite. Donc on ne va pas plaindre les journalistes qui vont se faire dégager tout ça, mais ça apporte une nouvelle ère, je pense, où toutes les vidéos qu'on va voir vont probablement être générées par IA, on n'en saura jamais. Et ce pouvoir-là qui va être donné aux États, aux grands médias, de relayer ce truc-là, et de donner de la force à ce truc-là, avec tout ce qu'on sait des attaques de faux drapeaux, etc., qui sont passées déjà dans l'histoire. Je pense que ça va amorcer une nouvelle ère dans la critique média et dans l'information qui va être assez compliquée à gérer, quoi. Je pense qu'on a eu un moment d'âge d'or où on pouvait aller sur Internet, vérifier les choses, etc. Là, ça va être très compliqué. Et ces lieux-là, où on va pouvoir s'informer entre nous, etc., vont devenir encore plus forts, à mon avis. Et j'ai envie de dire que c'est justement... à partir du moment qui va nous arriver assez vite, je pense, où on ne pourra plus savoir, qu'il va falloir faire de l'éducation populaire. C'est-à-dire qu'il va falloir retourner au problème global. Vous voyez le truc, c'est-à-dire remonter à la source de... En fait, c'est de quoi dont il s'agit. Il va falloir faire vachement de politique parce qu'on ne pourra plus se fier à rien. Wikipédia, t'as payé tes 2 € de soutien Je vous propose qu'on passe au dernier temps de l'atelier, qui est ce qu'on a appelé débunker les débunkers. Alors ce terme-là, il est un peu barbare, débunker. C'est drôle d'ailleurs parce que avant on parlait de fact-checking, maintenant débunker, qui vient de l'anglais aussi. Dans les ateliers de désintoxication de la langue de bois, on met ça dans une catégorie, les anglicismes, et on dit en gros que chaque fois qu'il y a un anglicisme, c'est un peu pour noyer le poisson. C'est histoire qu'on ne comprenne pas trop ce dont il s'agit. Un burn-out, voilà. C'est cool. Un épuisement professionnel, ça fait lose. Et donc, il y a aujourd'hui des professionnels du débunkage. Comme on disait avant, le fait de démystifier l'information, ça venait plutôt des médias alternatifs comme le Canard réfractaire, comme les associations de critique des médias comme Acrimed, qui disaient on se penche sur ce qu'ont écrit les médias mainstream et on essaye de voir s'il n'y a pas des biais, s'il n'y a pas des désinformations, etc.
Mais là sont apparus, on va dire, tout ce qui est l'Internet, les réseaux sociaux, où les simples citoyens peuvent être producteurs d'informations. Et ça, les médias se sont sentis, les médias mainstream, voilà, se sont sentis extrêmement menacés par ça. Donc il y avait une nécessité pour eux qui était en gros de discréditer l'info qui n'était pas faite par des professionnels. C'est pour ça que dans les gens qui prétendent débunker aujourd'hui, c'est-à-dire démystifier les fausses informations, eh bien, il y a beaucoup de structures qui sont dépendantes de médias eux-mêmes. Le décodeur, c'est une émanation du Monde. Check News, c'est une émanation de Libération. Il y a AFP Factuel. Voilà. Et donc tous ces gens-là qui sont en même temps des médias, eh ben, se donnent une deuxième mission qui serait de débunker les fausses informations qu'il y a en dehors d'eux. Vous voyez que ça pose déjà un problème, comme on dit, d'être juge et parti, quoi, en quelque sorte. Il y a un truc qui est quand même pas très net au niveau de d'où je viens, d'où je parle. Voilà. Alors, nous, on s'est dit, c'est intéressant de voir un peu si c'est des bunkers qui prétendent du coup nous dire la vérité sur où est-ce qu'il y a de l'info fiable, c'est-à-dire chez eux, et où est-ce qu'il y a de l'info non fiable, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, les médias alternatifs, etc. Si de temps en temps, il ne faudrait pas les débunker eux aussi. Voilà. Merci, merci. Ah, c'est mieux. Cassez-vous! Lâchez les gars! Cassez-vous là! Allez! On vous laisse tranquille! Cassez-vous! Je voulais vous montrer ça parce que là, c'est les images sans commentaire. Et après, ça va être les images, les mêmes images, commentées par BFM. Et vous allez voir que vous n'allez pas voir la même chose. Un premier coup, asséné gratuitement sur la tête. Et voilà cet homme, à visage découvert, qui sans hésiter attaque frontalement un gendarme mobile. La technique est précise, maîtrisée. Protégé d'un bouclier et d'un casque, le gendarme peine à faire face. La violence des coups lui vaudra 2 jours d'ITT. Même à travers un casque, je peux vous dire que ce fonctionnaire a dégusté. À un moment, un fonctionnaire de police ou de gendarmerie va peut-être utiliser son arme à feu. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne donne pas les moyens aux policiers de mettre fin à ces violences. Enfin, c'est insupportable. Mais parce qu'il y a un risque. Non, le risque, il y a un risque, vous connaissez. Mais alors, écoutez, franchement, quand on voit des types qui tabassent à coups de pied un malheureux policier qui est par terre, mais enfin, voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois, écoutez, ça suffit. Voilà, il y a un moment où ces espèces de nervis, ces espèces de salopards d'extrême droite ou d'extrême gauche ou des quartiers qui viennent taper du policier, ça suffit. Là, ils proposent carrément aux policiers d'utiliser leurs armes. Mais je ne sais pas si vous avez, entre les images sans commentaire et les images commentées, si vous ne regardez que les images commentées par BFM, vous ne voyez pas la même chose. Donc un petit truc, quand vous regardez quelle que soit l'information, mettez-la sans le son. Faites-vous votre opinion sans mettre le son. C'est BFM qui parle d'un policier roué de coups, c'est pas ça? Un policier roué de coups à terre. Un policier sûr. À terre. Oui, oui c'est ça. Oui. Ouais. Et juste, si on a 1 minute encore, parce que Détinger a été interviewé l'année dernière par une chaîne média qui s'appelle Au Poste. C'est Dufresne qui fait ça, qui a documenté toutes les violences policières. Et donc, parce que ça, curieusement, BFM l'a pas retransmis ce qui s'est passé pour Détinger après, une fois qu'il est allé se rendre à la police. Je me rends le lundi à 11h au commissariat du 4e. Et pourquoi dans le commissariat du 4e? C'est l'avocat qui m'a dit, voilà.
Et donc, comment ça se passe quand tu arrives au commissariat? Bah, j'ai été bien reçu, ça va. J'étais bien, j'ai pas été... des regards insistants, pertinents. Parce que ton avocat, ils avaient prévenu que tu arrivais là-bas. Oui, c'est ça. Oui, donc on avait donné un rendez-vous, tout ça, ouais. T'es placé en garde à vue. Je suis passé en garde à vue, c'est ça. Et alors là, du coup, ça se passe comment la garde à vue? Ben là, l'avocate, après, me dit... parce que moi, au tout début, je dis, ouais, même au début, j'ai fait le con, j'ai tapé des flics. Et mon avocate me dit, je parle même pas de la personne qui est en rouge au sol, parce que ça allait trop vite. Et après, mon avocate, à ce moment-là, me dit, Christophe, là, t'as vu, maintenant, t'as le temps de réfléchir, t'es en sécurité, t'es protégé, parce que moi, tout le week-end, j'ai eu la peur de me faire attraper. Mais si je me fais attraper, ça va être violent. Ils sont arrivés chez moi, ils ont fait une garde à vue. Moi, j'étais au courant par le réseau. J'ai été informé, ils sont rentrés chez moi, ils étaient 50, ils ont tout cassé, ils ont arraché les portes des cuisines, ils ont cassé les jouets de mes enfants, ils ont été dans mon grenier, ils ont vidé tous les cartons de Noël, ils ont tout vidé comme des sauvages. Ils ont cassé les 2 portes, ma porte d'entrée, ma porte de véranda, ils ont tout, alors qu'il n'y avait personne. Alors que j'ai un ami qui arrivait avec les clés, qui a dit tenez, j'ai les clés. Ils ont tout cassé. Ils ont tout massacré. Oui, alors Christophe Dédingy, il est venu nous voir à Auray. On a vu donc une projection du film. Et après, on a discuté beaucoup, à quelques-uns, on a discuté avec lui. On a posé des questions. Et en fait, depuis, ça fait combien de temps? Combien d'années? 6 ans? 7? Et il a encore aujourd'hui une vie d'enfer. Il a plus de boulot, parce qu'on le bloque pour le boulot. Plus d'appartement, enfin... Voilà, toute la suite. Et aujourd'hui, c'est encore quelqu'un, mais de meurtri. Et sa vie est foutue en l'air. Mais malgré tout, il ne se plaint pas. On le voit là. Voilà, j'étais bien reçue. Moi, il m'a fait mal au cœur. J'en tremble encore aujourd'hui. Parce qu'il a une douceur. Quand on le voit, quand on discute avec lui, il émane une douceur de ce gars-là. Et le voir comme ça, en colère... Bon, il avait la facilité de le faire puisqu'il est boxeur. Aujourd'hui, il ne peut plus faire de boxe. Il a abandonné son sport. Voilà, il était éducateur, il a 3 enfants, une femme, il n'a plus rien. Et sa profession, plus rien non plus. Voilà. La cagnotte qui s'était montée pour les frais d'avocat a été interdite, elle a été bloquée, alors que la cagnotte qui a été montée pour défendre le flic qui a buté Naël est totalement autorisée. Donc, alors justement, c'est un article, ça des décodeurs, la cellule de vérification de l'information du Monde. Et vous allez voir, donc on va le faire défiler au fur et à mesure. Derrière la percée des gilets jaunes, des réseaux passifs spontanés et apolitiques. Les décodeurs, ils disent qu'ils ont trouvé la source des gilets jaunes, que ce n'est pas du tout spontané. En tirant le fil, nous avons une nébuleuse, parce qu'ils ont retrouvé 35 communautés qui associent le mot colère à un département. Voilà, en janvier et février 2018. Donc ils disent, à l'origine des Gilets jaunes, il y a ces groupes Colère 72, Colère, etc., etc. Et ils disent, signe que leur création a été coordonnée d'une manière ou d'une autre, la plupart, 25 sur 35, sont nés entre le 9 janvier 2018 et le 4 février 2018. Alors, c'est très intéressant parce que là, ils font exactement ce qu'ils reprochent en général aux complotistes de faire. C'est-à-dire qu'il y a une concordance des dates. C'est bien la preuve que tout ça est coordonné. Il y a une organisation derrière. Voilà. Et donc, à partir du fait qu'il y a 35 groupes colère, quelques colères départements, ils disent c'est un mouvement structuré et c'est celui-là qui va donner naissance aux Gilets jaunes. L'un des initiateurs des appels à manifester le 17 novembre faisait partie des groupes colère. Voilà. Et il est lui-même adhérent du parti Debout la France, du Pont-Aignan. Donc ils font l'amalgame groupe colère, Debout la France, Gilets jaunes, parce qu'il y a un Franck Buller qui a été dans les 3 galaxies. Vous voyez comme c'est sérieux comme raisonnement. Hein. Voilà. Et alors, ils indiquent aussi sur l'origine des Gilets jaunes, d'autres sphères militantes qui existent de longue date se sont très vite reconnues dans les appels à protester contre la hausse des taxes sur les carburants.
à commencer par la patriosphère dont se revendique Franck Buller. Cette mouvance inclut des groupes Facebook militants comme Debout la France ou Rassemblement National, mais aussi des pages d'extrême droite comme Résistance et Unité PACA, Marine Le Pen 2022, etc. Donc vous voyez les procédés qu'ils utilisent, c'est-à-dire de dire il y a eu conjonction dans le temps, en janvier-février 2018, de plusieurs groupes. Il se trouve que dans ces groupes, il y a quelques personnes qui ont été à Debout la France. Il se trouve que les premiers appels à manifester le 17 novembre ont été relayés par des sites proches de Marine Le Pen. Et ça suffit finalement à dire, finalement, vous voyez bien que l'origine du mouvement Gilets jaunes est liée à la fachosphère ou à la patriosphère. Je voulais juste raconter une histoire vraie qui m'est arrivée en octobre 2022, octobre-novembre, dans le cadre du festival de documentaire à Brest. Donc chaque année, ils font un festival sur une semaine au cinéma. Et donc, il me semble que c'était en 2022. Et le documentaire que je voulais voir, c'était Tous résistants dans l'âme. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu ici. Et le seul documentaire qui avait été déprogrammé, c'est celui-là, mais le directeur du cinéma, ils l'ont quand même projeté. Et ça parle de citoyens et de jeunes qui cultivent la terre de manière bio ou en tout cas en respect du vivant. Et donc ça a été déprogrammé par la LDH. Bon. Donc on a quand même pu le voir puisque le propriétaire du cinéma, il a dit, moi il n'y a pas de raison qu'on m'interdise de déprogrammer un docu. Et après moi j'ai fait ma petite enquête, moi je viens de Concarneau et je connaissais un ou deux membres de la LDH, donc c'est la Ligue des droits de l'homme. Et je lui demande à une des femmes, et je lui dis, mais tu peux me dire, est-ce que tu l'as vu ce documentaire là, Tous résistants dans l'âme? Elle me dit non. Je dis, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est pourquoi il a été déprogrammé par la LDH. Et donc après, au bout d'une semaine, je la revois sur le marché, et elle me dit, c'est catalogué extrême droite. Voilà. Bon, moi j'ai une petite anecdote, c'est assez drôle. On était parti manifester à Brest, au rond-point de Pénarcleuse, donc il y avait plein de gilets jaunes. Et puis, il y avait un couple de personnes âgées qui étaient tout en haut du rond-point. Et puis, il était tout seul, donc je suis parti les voir. Bonjour, toi. Et tout doucement, ils me disent, ouais, nous aussi, on est du RN. Les bras m'en sont tombés. J'ai été voir les copains, je dis, bon, vous savez que vous êtes du RN? Voilà. C'est affreux, quoi. Alors, Le Monde, éditorial du 19 février 2019, là, c'est Le Monde, le quotidien, qui parle de déferlement de haine à propos des Gilets jaunes. La haine dirigée contre les élus, à commencer par le président de la République, contre les élites ou supposées telles, contre les riches, contre les médias et au bout du compte, contre les juifs, éternel bouc émissaire en temps de crise, et de conspirationnisme débridé, comme en témoigne l'explosion en 2018 du nombre d'actes antisémites en France. C'est-à-dire qu'on fait la corrélation aussi entre les actes antisémites et l'apparition du mouvement Gilets jaunes. Ça, c'est intéressant parce que, alors moi, pour le coup, je me suis intéressé à ça parce que quand Finkielkraut s'est fait jarter d'une manif, vous vous rappelez? Bon, il y a 3-4 mecs qui effectivement lui ont sorti des injures du genre, je sais pas quoi, retourne chez toi, enfin bref. Et puis là, ça a été une déferlante sur l'antisémitisme des Gilets jaunes, au point que Mélenchon a dû faire une communication en disant il faut absolument faire quelque chose contre l'antisémitisme, vous imaginez. Et le chiffre qui était avancé, c'était une augmentation de 170% des actes antisémites. Et donc, je trouvais ça intéressant, cette histoire de statistiques. Donc, je me suis amusé à remonter année après année. Donc, chaque année, il y a une augmentation. Mais donc, vous faites des calculs. Si vous voulez, 170%, vous prenez l'année d'avant, c'était 200%. Vous prenez le truc d'avant, ça fait une augmentation. Et c'est toujours une augmentation. Mais en fait, très rapidement, on arrive à zéro. Enfin, tu vois, il y a un truc qui ne va pas. Enfin, je veux dire, ça marche pas. Ça ne peut pas être une augmentation tous les ans. Ou alors, les chiffres deviennent absolument extravagants. Donc, je suis allé voir les chiffres en valeur absolue. Alors, déjà, on a un problème, c'est qu'en France, les statistiques ethniques sont interdites. Donc, à moins que la plainte ait été déposée formellement comme, je ne sais pas quoi, avoir
avoir profané une tombe dans un cimetière juif ou un truc comme ça. Pour le reste, on n'a pas le droit, la police n'a pas le droit de noter si c'est un acte antisémite ou anti-arabe, etc. Et les chiffres ne sont pas énormes d'actes. Et ensuite, il y a un amalgame entre les actes qui concernent des personnes, qui sont plutôt très rares, les actes qui concernent des déprédations matérielles, les actes qui concernent des refus de service, casse-toi, je te sers pas, ou des trucs comme ça. C'est-à-dire que cette question, elle mériterait un traitement très rigoureux de la part des chercheurs sur quelle est la réalité de l'antisémitisme en France. Ça recouvre quoi, etc. Mais n'empêche qu'on est là sur un deuxième tabou comme celui de l'extrême droite, et il faut quand même admettre qu'à chaque fois, c'est un déferlement, enfin je veux dire, c'est un des arguments pour stigmatiser une pensée critique, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse des Gilets jaunes ou d'autres, c'est l'accusation d'antisémitisme. Et ça marche à tous les coups. Au point que le site de Conspiracy Watch, il ramène très souvent le lien entre un débunkage d'une info, etc., et l'antisémitisme. C'est arrivé à Pierre Chailloux. Pierre Chailloux, vous savez, c'est le statisticien qui travaille sur les statistiques réelles. Ils arrivent à en faire un antisémite. Je veux dire. Donc, mais le problème... Là, on peut rigoler, mais quand ça vous tombe dessus, c'est un système d'étiquetage pour une personne qui s'expose publiquement, qui est très très compliqué. Je veux dire, c'est une fois pour toutes, quoi, tu vois. Le mec qui m'a traité de facho, il est sûr que je suis facho. Enfin voilà, c'est réglé. Sur ce volet-là, les liens entre l'extrême droite et les gilets jaunes, en fait, il se trouve... Alors, ce que je disais, le problème des débunkers, c'est que, ils sont jugés partis, puisqu'ils sont eux-mêmes des médias, mais ils prétendent distribuer les bons et les mauvais points. Et puis l'autre problème, c'est qu'ils n'ont pas du tout les moyens de mener des vraies recherches. Il y a des chercheurs qui, eux, font des rapports de recherche. Et alors, pendant... les Gilets jaunes, enfin 2018-2019, il y avait un laboratoire qui s'appelle le LERAS à Toulouse, qui a analysé pendant plusieurs mois à la fois les articles sur les Gilets jaunes et tous les posts qui étaient publiés sur les Facebook des Gilets jaunes. Alors eux, par exemple, ils ont analysé 550 articles de presse et plus de 2,3 millions de posts sur Facebook. Vous voyez, c'est... Voilà. Et ils ont conclu sur la question extrême droite, antisémitisme, le registre... parce qu'ils analysent tous les thèmes qui sont traités. Le registre du racisme, de la discrimination, de la xénophobie reste toujours à la marge dans l'ensemble de la parole des Gilets jaunes sur les réseaux sociaux étudiés. Et vous voyez, eux, ils en ont étudié 2,3 millions. Et pas 35 comme les autres. Ça, c'est intéressant. Vous l'avez vu le documentaire de Carrel sur la Lune? Vous le connaissez ou pas? Ah, vous le connaissez pas. Je ne sais pas si je vous le spoil alors, parce que faut pas le spoiler. Si. Si. On s'en fout. Non, mais c'est parce que c'est la démarche qui est absolument fascinante de ce document. Comment il s'appelle? Opération Lune, je crois, c'est ça? Bon, en gros, c'est un documentaire sur le fait qu'il n'y a pas eu... qu'en fait, les Américains n'ont pas marché sur la Lune. Et le documentaire est construit de façon à accumuler des preuves de plus en plus, d'accord ? Ça commence avec la femme de Stanley Kubrick qui explique comment Stanley Kubrick a dû emprunter des objectifs à la NASA pour pouvoir filmer, enfin tout ça. Et c'est la vraie femme du vrai Stanley Kubrick qui parle. Et pendant tout le documentaire, vous avez Kissinger, le vrai Kissinger qui parle. Et qui explique effectivement que, etc. Vous avez la secrétaire de Nixon, la vraie secrétaire de Nixon. Vous avez des vraies personnalités. En fait, Carrel a fait le film de façon de plus en plus absurde, c'est-à-dire que les preuves sont de plus en plus énormes, jusqu'à devenir complètement imbécile, d'accord ? Et le test, c'est à quel endroit le spectateur va lâcher. Je veux dire, ça va jusqu'à un des caméramans, on a envoyé la 7e armée américaine au Vietnam pour le choper, tu vois, je veux dire, etc., etc. Enfin, ça monte comme ça. Et c'est vraiment un test, enfin, c'est un truc super intéressant. Ça ne marche pas du tout parce que moi, j'étais jusqu'au bout. C'est-à-dire, j'étais tellement convaincu par le début qu'ensuite, il pouvait me balancer des trucs complètement déments. Je trouvais ça chaud, mais tu vois...
Bah, balancer la 7e armée pour choper le caméraman au Vietnam, si tu veux, je me disais, ouais, ils ont mis le paquet quand même. Enfin, tu vois, Ok, alors, d'autres sujets possibles. Donc, le vaccin, l'Ukraine, la dette. La dette. Allez, Thierry. La dette. Notre Thierry. spécialiste, Thierry Rouquet. C'est celui qui a le plus de dettes à l'ardeur. Je suis un spécialiste de la dette personnelle. Je vais faire une collecte. Ah, c'est con, ouais. Oui, il nous bassine avec l'histoire de la dette. Alors, juste cette petite histoire, en fait, elle démarre pour la France en 1974, après pour l'Union européenne 1991. En fait, jusqu'en 1974, en France, l'État emprunte auprès de sa banque centrale, auprès de la Banque de France. Il emprunte pratiquement sans aucun intérêt. C'est Giscard d'Estaing, un ex-banquier, qui va graver dans le marbre que ça, dorénavant, c'est interdit. Donc, si l'État français, en l'occurrence, doit s'endetter, il doit le faire auprès des marchés financiers. Donc on va graver tout ça dans le marbre du traité de Maastricht. Donc dorénavant, les États européens sont priés d'emprunter auprès des marchés financiers. Et tout ça est concomitant avec le fait que depuis le début des années 80, on a engagé des politiques massives de baisse d'impôts. Et donc, en fait, lorsque vous n'équilibrez plus les dépenses avec les recettes, vous avez un budget en déséquilibre, et donc, il faut emprunter, et donc vous empruntez sur les marchés financiers, et donc vous mettez l'État, très concrètement, sous la tutelle des marchés financiers. Ça n'est pas autre chose que ça. Nous avons perdu cette souveraineté de création monétaire. Je pourrais vous le montrer, mais il faudrait que je le recherche parce que je ne l'avais pas préparé. Mais en 2013, Michel Rocard, celui qu'on traite systématiquement en disant quand il y a deux saloperies en France, c'est Rocard ou Juppé. Mais là, en l'occurrence, il est sur France Inter. Et donc, il y a un auditeur qui lui pose la question. Et je vous la rechercherai, je vous la montrerai le bout de vidéo à la fin. Mais Rocard dit oui, on a totalement changé de politique. Aujourd'hui, ce sont les marchés financiers qui déterminent les politiques budgétaires des États. Nous sommes sous tutelle, c'est eux qui déterminent si des politiques budgétaires ne conviennent pas. Et donc il dit, par contre, idéologiquement, ça va être très compliqué de convaincre l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre de revenir sur une politique où on pourrait emprunter directement auprès des banques centrales. Et puis, accessoirement, vous avez très, très dernièrement une école économique, c'est l'école les néo-keynésiens, etc., qui en sont partis sur la théorie monétaire moderne. Et donc là, eux, carrément, ils disent qu'il n'y a aucun problème à émettre de la monnaie. La seule question qui vaille, c'est de gérer l'inflation, mais il n'y a pas du tout de problème avec la monnaie. Alors, ça a permis... j'y vais à fond. Les gens de Réseau Salariat, j'aurais cité Frio moi une fois, donc mets le point, Katia. Empêchez-le de parler de la sécurité sociale, c'est le seul truc. Je parlerai pas de la sécurité sociale. S'il va sur la sécu, on est mort. Mais donc, ils disent, voilà, la logique du capitalisme, et c'est pour ça, ça va être de sortir du cadre qu'a défini le capitalisme et dans lequel tout le monde pense, même nous, c'est très compliqué de sortir de ce cadre-là. Et donc, en gros, ce qu'ils disent, en fait, dans le cadre capitaliste, il vous faut un capital de départ. Okay. C'est parce que vous avez un capital de départ que vous pouvez faire de l'investissement. C'est parce que vous faites de l'investissement que vous allez faire de la production. La production, vous allez la vendre et au bout du compte, vous allez payer des salaires avec la vente. Et en fait, on pourrait penser à l'envers. C'est-à-dire, il faut que du salaire. Il suffit juste d'émettre la monnaie suffisante pour payer tous les salaires. C'est parce qu'il y aura salaire qu'il y aura production, etc., etc. Et c'est un renversement total du schéma de pensée. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que donc il y a un bouquin de Stéphanie Kelton qui explique tout ça très très bien. C'est plutôt accessible, on va dire. Et alors, ce bouquin a été chroniqué par tous les chroniqueurs de BFM, TF1, etc. Alors,
il faut retrouver, faut aller le voir parce que il dit ce bouquin est tout à fait remarquable, c'est très très bien. Mais quand même, c'est une escroquerie intellectuelle. Il ne t'explique pas pourquoi c'est une escroquerie intellectuelle, mais sortir du cadre. Donc, l'histoire de la dette, c'est une construction en tout point. Et qui plus est, les gens qui prêtent, les prêteurs sur des marchés financiers, qui sont-ils? Eh bien, essentiellement ceux à qui on a fait des baisses d'impôts. C'est-à-dire l'impôt qu'ils ne payent plus, ils l'investissent sur les marchés financiers, ils en récupèrent les intérêts, c'est nous qui payons, accessoirement. Donc, voilà. Oui, comme ça que BlackRock est reçu à l'Élysée pour obtenir la retraite à 64 ans. Et cette idée de la dette, c'est une dette, une dette quoi. Et alors, faut la rembourser quoi. Tu vois, cette assimilation avec une dette des ménages, c'est une incompréhension complète de ce que c'est que la dette. Moi, quand je suis allé me faire opérer, vous avez rendez-vous avec l'anesthésiste la veille, tu vois, il vous demande si vous prenez des médicaments, tout ça, et il me demande ce que je fais comme boulot. Et moi, comme un con, je commence à partir sur des histoires de conférences gesticulées de gauche. Et là, le mec, il me regarde, il fait oui, enfin, quand il y a une dette, il faut quand même la rembourser, non? Et là, le mec, il va m'anesthésier, tu vois. Et là, je fais mais ouais, il faut la rembourser. Et j'en profite pour faire un petit coup de pub. On a lancé il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois à peu près, une chaîne YouTube. On fait des petites vidéos de 6-7 minutes. On essaye de décrypter Philippe, les médias. Franck, Franck, il a, sur la question du langage. Donc il s'est énervé contre la démarche qualité. C'est cool, on a une mise en demeure avec un risque de procès. Mais bref. Voilà, AFNOR nous a menacé de poursuite judiciaire. Et donc, j'ai fait une petite vidéo, je ne sais plus si on l'a mise en ligne, mais... sur la dette. T'en as une sur la dette. Pardon ? T'en as une sur la dette. D'accord, ouais. Bon, okay. Donc, c'est ça. En gros, vous pourrez aller la voir, parce que la suppression de l'ISF, par exemple, vous avez Bruno Le Maire qui vous explique que c'est pour notre bien à tous, puisque l'argent que les gens n'ont pas payé en impôt sur la fortune, ils vont l'investir. Et donc, ça va permettre de créer des emplois. Donc, vous irez voir la vidéo, vous comprendrez qu'en fait c'est un pipeau absolu. Il y a 0,15% de l'impôt qu'ils n'ont pas payé qui sert à l'investissement réellement productif. Tout le reste, c'est du spéculatif. Je voulais juste dire que par rapport à ce que tu viens de dire là sur la dette, il y a un article de Frédéric Lordon dans le Monde Diplo. Lordon, ça vous amuse. Frédéric. De octobre dernier, ils démontrent justement, effectivement, et ils disent ce que tu dis sur, effectivement, à quel moment on a parlé de la dette et à quel moment les gouvernements sont devenus, effectivement, dépendants des marchés financiers. Sur l'Ukraine, moi j'ai travaillé pour le ministère de la francophonie sur les 5 pays d'Europe centrale et orientale, Roumanie, Bulgarie, etc. J'ai rendu un rapport là-dessus. Ce sur quoi je tombe, c'est ce qu'ils appellent la transition, c'est-à-dire le passage d'une économie socialiste au capitalisme. Ils appellent ça la transition démocratique. En fait, dans le cas de la Roumanie, par exemple, vous avez il y a même un article du Monde que vous pouvez retrouver. Vous avez des jeunes agriculteurs de 19 ans qui se trouvent à acheter des fermes de 600 hectares. C'est-à-dire, vous avez la FNSEA qui titre Roumanie, le nouvel Eldorado. Et donc, vous avez tout le crédit agricole français, la Deutsche Bank, etc., qui se jette sur ces pays-là et qui rafle toute l'industrie, les terres rares. Vous avez bien vu, Trump allait négocier en Ukraine pour mettre la main sur les terres rares, etc. Et l'Ukraine est saluée avant que tout ça pète. Elle est saluée à Davos comme le nouvel ami, puisque le jeune Zelensky annonce qu'il mettra en vente 2000 entreprises publiques, et donc il est applaudi debout à Davos, etc. Et quand vous entendez parler du conflit ukrainien, vous n'entendez parler que de 3 morts
avec un missile russe, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a, c'est ce qu'on disait, il y a zéro contextualisation. Zéro contextualisation. On ne vous parle absolument pas du fait que tout le monde veut mettre la main sur l'Ukraine, absolument tout le monde veut mettre la main sur ce merdier, etc. Et moi, la clé, je l'ai eue grâce à toi d'ailleurs, parce qu'il a écrit un livre sur le journalisme. C'est que les journalistes doivent se contenter des faits, c'est-à-dire ils ne doivent pas analyser, ils ne doivent pas produire des analyses. Et dans les écoles de journalisme, ça a été la grande surprise, je crois que c'est Ruffin qui a écrit un livre là-dessus, il n'y a pas de bibliothèque. Il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de livre dans les écoles de journalisme. Dire un mot quand même sur l'accusation de complotisme chez les Gilets jaunes, parce que vous étiez des graves complotistes, les Gilets jaunes. Alors, c'est drôle parce que... Enfin, c'est drôle. Les décodeurs, donc je vous ai expliqué le truc du Monde, là, ils ont essayé, ils ont fait un article dans le Facebook des Gilets jaunes, le vrai du faux des affirmations, et eux-mêmes, ils en concluent, les résultats montrent que les groupes Facebook des Gilets jaunes ne sont pas des nids à fausses informations, comme on a parfois pu l'entendre. Okay, ils disent, sur 74 affirmations, il y en a 14 qui sont sans doute fausses, enfin voilà, mais vous voyez, ils se mettent en faux, ils disent, non, mais c'est pas des nids à fake news, voilà. Alors, ça, c'est ce qu'ils mettent sur leur site. Ça n'empêche pas Samuel Laurent, qui est leur rédacteur en chef, de répondre positivement à une invitation de Sonia De Villers, qui animait sur France Inter une émission sur les médias qui s'appelait L'Instant M. Et le titre de l'émission, c'est « Gilets jaunes et complotisme ». Voilà. Et Sonia De Villers introduit en disant « Les infos pullulent au gré des comptes Facebook des Gilets jaunes. Comment expliquer cette porosité? Les médias sont-ils audibles face au torrent de ces fausses nouvelles, etc. » Voilà. Et donc, il a beau écrire, Samuel Laurent, qu'il n'y a pas tant de fake news que ça, il va répondre à l'invitation et vous allez voir un passage où il cite, parce que pour le moment, ils ont baratiné là-dessus et ils n'ont pas cité d'exemple concret. Et là, ils vont arriver à un exemple. Ils ne sont pas complotistes, mais ils sont drogués. Hein. Enfin, je veux dire... C'est littéralement, ça a vérifié une rumeur et l'a démonté, quoi, grosso modo. Alors, vous l'avez entamé à propos des comptes Facebook des Gilets jaunes depuis déjà plusieurs semaines, et notamment sur cette fameuse disparition de la Constitution. La France vivrait depuis 2016 sans Constitution. Vous êtes remonté à la chaîne YouTube d'un monsieur qui s'appelle Serge Petit-Demange. Devant les articles tendancieux, déformés, mensongers, tronqués du Monde et France Info, je me rends compte que je n'ai pas été encore assez suffisamment explicite. Donc, je remets donc mon ouvrage sur le métier. Le 5 décembre 2016, Valls décrète la création de l'inspection générale de la justice, qui place l'autorité judiciaire, donc l'un des trois piliers fondamentaux de la démocratie, auprès du ministre de la Justice, donc auprès du pouvoir exécutif. Le fait de placer l'autorité judiciaire auprès du ministre de la Justice équivaut à lui donner un droit de regard. L'autorité judiciaire n'étant plus indépendante, comme le prévoyait l'article 64 de la Constitution. Mesdames et messieurs les responsables de la situation dramatique générée depuis 1969, y compris vos héritiers, préparez vos valises et n'oubliez pas une petite laine. Les nuits sont froides en prison à cette époque. Voilà, extrait d'une chaîne YouTube complotiste. L'homme, relativement âgé, est assis à la table du salon. Sa main est gantée de noir. Vous avez enquêté sur ce monsieur, Samuel Laurent? Oui, alors il s'appelle Serge Petit-Demange. C'est un personnage assez fascinant et assez emblématique de ce qu'on peut voir. Exactement, voilà. Donc vous voyez, c'est quand même extraordinaire parce que, donc, toute l'émission, il y aura un exemple, qui est Petit-Demange, voilà, qui est un type qui a publié ça bien avant les Gilets jaunes. C'est vrai qu'il a été repris en partie par les Gilets jaunes, enfin par certains Gilets jaunes, voilà. Mais quand il s'agit d'écrire ce qu'il raconte, eh ben, il le passe en accéléré. Et tout ce que tu vois, c'est les regards du genre, c'est complètement imbécile, quoi. Mais toi-même, tu ne sais pas. Voilà. Donc c'est quand même extraordinaire pour démonter une fausse info, de la passer en accéléré et de ne pas comprendre ce qu'il y a là-dedans. Toujours de la même manière, je vous ai parlé de l'étude des chercheurs toulousains, là le LERAS, donc je vous redis 500 articles de journaux, 2,5 millions de posts Facebook, et donc eux ils ont conclu le langage des fake news est principalement utilisé par les détracteurs du mouvement qui sont hors du mouvement du Gilet jaune.
La partie complot consiste principalement à se moquer des gilets jaunes. Et ils disent, bon, je ne vais pas vous lire tout le rapport, mais ils disent la part de fausses infos sur les posts Facebook des gilets jaunes était quasiment néant. Voilà. Et par contre, il y en a eu pas mal concernant les gilets jaunes. Alors il y en a une qui est extraordinaire parce que parmi les journalistes qui étaient anti-gilets jaunes mais avec une haine pas possible, il y avait Jean Quatremer qui était le correspondant de Libération à Bruxelles, qui a traité de beaufs d'extrême droite, la France moisie, des fascistes qu'il faut mettre en prison, etc. etc. Et donc, il y a eu un jour où on a cru qu'il y avait un incendie en face du Parisien, et il y a eu la rumeur qui a circulé que pendant un temps, c'était les Gilets jaunes qui avaient fait cet incendie. Et puis ça a très vite été démenti, tout à fait officiellement. Et bien lui, il a continué sur ses posts à dire qu'il y avait 10 morts causés par les Gilets jaunes, alors que ça faisait 3 jours que c'était démenti. Ça, c'est Jean Quatremer. Voilà. On est dans la merde, mais vous voyez, il y a quand même des ressources. Voilà. Par exemple, savoir, si vous voulez, vous voyez la comparaison entre les articles des décodeurs ou d'autres débunkers, vous avez compris ce que c'est, voilà, qui disent « Ah, on a étudié 60 publications. » Ok, il y a des chercheurs qu'on a étudié 3 millions et qui disent l'inverse de ce que vous dites. Hein. Donc on a quelquefois quand même des ressources pour s'opposer, mais c'est vrai que c'est pas facile du tout, et vous voyez en tout cas cette prétention de ces gens, enfin les deux exemples qu'on a eus, le premier sur l'extrême droite qui était il y a concomitance de plusieurs comptes qui ont été créés en même temps, et il y en avait un qui était à Debout la France, donc c'est tous des fachos, voilà, c'est vachement rigoureux comme démonstration, hein, voilà, et là on passe en accéléré ce que dit le type. Donc j'allais dire, c'est typiquement ce qu'il pourrait reprocher aux complotistes qu'ils poursuivent en disant c'est pas sérieux la manière dont vous travaillez. Mais d'où la nécessité de faire de l'éducation populaire. Enfin, je veux dire, sur l'Ukraine, sans déconner quoi. Sans déconner, il y a un méchant Poutine complètement fou qui a envahi un gentil pays qui est l'Ukraine. Mais sans déconner, mais il y a marqué du con là ou quoi. Enfin, je veux dire. Mais sauf que pour aller comprendre la situation de l'Ukraine, faut aller bouquiner un peu. Faut aller lire du côté d'Annie Lacroix-Riz qui explique que ça date du début du siècle que l'Allemagne veut mettre la main sur l'Ukraine. Etc. Enfin bref. Donc il y a du travail à faire quoi. Bref. Moi, je veux bien dire un truc, parce que vendredi soir, vous avez fait avec Anto sur la culture, mais vous avez mis en avant l'histoire de classe sociale. Moi, je prétends qu'il y a une affaire de classe sociale entre les gens qui étaient sur les ronds-points et les gens qui ont commenté dans les grands médias ces ronds-points. Donc, juste pour terminer, parce que je suis tombé sur un article d'Acrimed que tu as cité tout à l'heure. Et donc, est-ce que vous imaginez les rémunérations de ces gens qui présentent les infos? Allez, pardon? Ben, si, je vais te faire mal, mais c'est au minimum 15 000 balles par mois et ça va jusqu'à 120 000. Natacha Polony, c'est 27 000. Claire Chazal... Pas de nom. Si, monsieur, si, justement. La mieux payée, c'était Claire Chazal quand elle était sur TF1. Elle était à 120 000 euros net par mois. Voilà, j'y crois pas, je m'en fous. Voilà. C'est du même acabit. Alors, j'ai pas tous les. Mais en gros, sachez que c'est entre 15 000 et 120 000 balles quand les pigistes qui travaillent, enfin les petites mains qui travaillent, sont payés entre 1 500 et 3 000 balles maximum. Donc je sais même. Voilà. Et donc ce sont ces gens qui ont parlé des gilets jaunes, qui ont parlé du 10 septembre, etc., etc. Je sais pas au Canard réfractaire si vous êtes rémunéré à 120 000 balles par mois, mais. Bah, il suffit de regarder comment il est sapé, hein, je veux dire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais alors le maillot, oui, mais c'est le nom du footballeur, Marx 1917, si tu veux, on peut l'applaudir. Je te file le micro, Yann. Sur France Culture, la semaine dernière, ils expliquent que Bernard Arnault, vous voyez ce que c'est que Bernard Arnault, a gagné en une journée, c'était un vendredi, 16 milliards en une journée, 16 000 millions d'euros. Je pense qu'on ne vit pas dans le même monde, en fait, je veux dire. Vas-y, ouais.
Sur les rémunérations, nous on a grandi un peu avec les conférences, avec Internet et tout. Du coup, quand on a lancé notre média, on a essayé de faire un peu les cons et en se disant, vas-y, on va tout publier, quoi. Et depuis le début, on publie les factures. Où il y a une vidéo très vieille où on montre, on a dépensé 200 € dans cet objectif-là. Et c'est une tradition qu'on a gardée. C'est-à-dire qu'en description de toutes les vidéos, vous avez toutes les factures de tout ce qui est dépensé, tout ce qu'on reçoit. Et il y a même le relevé de compte bancaire qu'on imprime, on enlève les noms et on le publie. Okay. Et ça, on aime bien parce que ça nous fait un peu marrer. Et surtout parce qu'il y a un autre problème. Tu citais les salaires des médias, voilà, des présentateurs et tout. En vrai de vrai, si on parle des salaires des gens du Canard enchaîné, du Monde Diplo, de d'autres médias comme ça ferait mal aussi. Hein. C'est des très gros salaires. Il y a des gens aussi qui prennent des positions un peu bizarres sur les gilets jaunes ou sur les mouvements sociaux. Du coup, même si c'est indépendant, ça peut être aussi au profit de ceux qui utilisent ces médias-là et qui possèdent ces médias-là. Donc vous, en tant qu'auditeur, ce qu'on vous enjoint à faire, ça se dit enjoint ? Ce qu'on vous enjoint à faire, c'est très soutenu un peu, non ? Ce qu'on vous enjoint à faire, c'est de réclamer la transparence totale sur les revenus, notamment pour les boutiquiers qui se font pas mal de pognon sur cette histoire-là, sur ces médias indépendants. Ça va permettre aussi à ce que la petite bourgeoisie culturelle que vous dénoncez, que Anthony dénonçait, ne puisse pas s'accaparer certains médias indépendants et certaines de nos paroles. Et ça va être important. Donc réclamer la transparence financière, c'est totalement possible. Il n'y a rien qui empêche un média de publier ses relevés comptes bancaires, sauf le fait qu'ils veulent pas que vous le sachiez, quoi. Je voudrais juste revenir un temps. On l'a fait sous forme de jeu. On a fait un jeu sur les énoncés complotistes et on a vu que c'était intéressant parce qu'il y avait plein de diversité d'opinions. Donc forcément, je veux dire, la question de est-ce qu'une info elle est vraie, elle n'est pas vraie, etc. C'est pas simple. Et on peut en discuter, etc. On peut avoir des points de vue. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le fait de balancer tout ce qui est contraire au discours officiel, de balancer tout ça dans la catégorie complotiste, ça ne sert que le pouvoir, les intérêts dominants, et ça dépolitise les enjeux, en quelque sorte, parce que tu n'as jamais une info qui est donnée avec son contexte, donc elle est toujours dépolitisée. Voilà. Et donc, en tout cas, à quoi ça sert, la chasse au complotisme? On est sûr que ça sert à ça sert à légitimer le pouvoir, les dominants. Et à dépolitiser la question, et à dépolitiser... Moi, ma phrase de conclusion, je ne sais pas si ça vaut pour une conclusion, je ne sais pas s'il est là, mais j'ai vu passer le monsieur du Télégramme tout à l'heure. Et donc il a fait une allée dans ce sens-là et je l'ai vu qu'il notait des trucs, il est reparti et voilà. Et donc j'ai hâte de lire son article sur cet atelier. Merci à vous. Et puis on va passer...